Radioscopie. Radioscopie. Général Bijard. Jacques Chancel. Général Bijard, vous avez une silhouette, on pourrait dire une allure de centurion, vous avez aussi une légende et un passé qui, plutôt que vous partagez avec tous les autres, un passé, hélas, fait de défaites, de replis et hélas, fait de morts. Les hommes qui vous ont accompagné dans la guerre ne vous ont pas toujours suivi dans la paix, beaucoup sont tombés en Allemagne, en Indochine, en Algérie. Bijard, c'est un nom, Bijard sans doute le seul grand nom connu de l'armée française, mais aussi un nom sans prénom, qui pourrait savoir que vous vous appelez Marcel. Général Bijard, je parlais tout à l'heure de légende, alors êtes-vous un mythe? Oh, je ne pense pas, monsieur Chancel. Je suis Bijard parce que d'abord j'ai eu la chance de durer, et si j'ai duré, je le dois à tous ceux qui m'ont suivi en France contre les Allemands, lorsque j'étais parachuté en France, en Indochine, en Algérie. Une jeunesse merveilleuse, puisque ma vie s'est passée avec des jeunes de 18, 19, 20 ans, de jeunes parachutistes, et de vivre avec cette jeunesse, on a l'impression d'avoir toujours leur âge. Alors pour moi, ça a été tellement facile, et si Bijard a duré, c'est parce que Dieu le protégeait, peut-être, je n'en sais rien. Mais enfin, si le nom... Vous n'en savez rien ou vous le savez? Je ne le sais pas, non, je ne le sais pas, mais enfin, je suppose quand même qu'il m'a donné un sérieux coup de main, monsieur Chancel. Mais je pense que si Bijard est Bijard, je le dois à toute cette jeunesse qui a été formidable, parce qu'un homme seul n'en représente rien, et vous le savez parfaitement. Vous êtes général, le sommet d'une ambition d'homme. Non, ça ne veut rien dire. J'ai mes camarades qui sont près de moi, là, je dis constamment à mes rayons de subordonnés, on ne commande pas parce qu'on a 4 ou 5 galons sur les épaules, ou 3 ou 4 étoiles sur les manches, ça ne veut absolument rien dire. On commande parce que on y croit, parce qu'on s'impose, parce qu'on y met tout son cœur, parce que on cherche la participation. Pour moi, le galon n'a jamais voulu rien dire. Je me souviens au retour de captivité après Dien Bien Phu, où nous étions libérés, en somme, et d'avoir vu la conduite de certaines captivités. Vous savez, on n'y peut rien, l'homme est ce qu'il est, à ce moment-là, il est dépouillé. Mais on avait l'impression que les galons étaient mal donnés, de même que les citations, on disait, tiens, celui-là, tant de galons, ça lui va pas. Par contre, celui qui n'en a pas, là, il aurait 2-3 galons sur les épaules, ce serait parfait. Donc, pour moi, ça n'a jamais rien voulu dire, cette affaire-là. Vous êtes un aventurier ou un baroudeur? Oh, ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre, je serais plutôt... je ne dirais pas penseur, parce que ça irait mal, mais enfin, amoureux de la jeunesse, amoureux des choses bien faites, puisque l'occasion a voulu que je fasse la guerre, je pense pas patriotisme, j'allais où la France avait besoin de ses militaires, donc par idéal, si vous voulez, mais je pense que, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un très bon article sur moi de Kessel, c'est le meilleur article écrit sur Bijard, où d'après lui, Bijard n'est pas un baroudeur, c'est autre chose, ni un aventurier, je ne crois pas. Oui, à la question qui était posée d'ailleurs, ou plutôt à la réflexion qui était faite, Mermoz détestait la guerre, vous avez répondu, mais moi aussi. Moi aussi, et c'est bien vrai, quoi. Qui aime la guerre? Dernièrement, on lisait sur les journaux qu'à l'échelon, comment dirais-je, gouvernement, il disait, ben oui, l'armée c'est comme ça, on entend de paix, on ne peut pas offrir à ces braves militaires une guerre tous les jours pour qu'ils s'amusent. Je pense qu'il ne faut pas dire ça, le vrai soldat, et Dieu sait si je l'ai fait, mais on ne la souhaite jamais, quoi. C'est idiot de souhaiter une guerre. Vous parliez de citations tout à l'heure, on ne les compte pas les vôtres, je crois qu'il y en a déjà 18 à l'ordre de l'armée, vous avez été fait très récemment Grand Croix de la Légion d'honneur. Oui, j'ai eu cet honneur, oui, je dois avoir 25 fois la croix de guerre, ça fait beaucoup, bien sûr, 5 blessures. Et la croix de paix? Et la croix de paix, peut-être que je la mérite aussi, je n'en sais rien. Alors, Grand Croix de la Légion d'honneur, l'autre jour décoré par le président de la République, bien sûr, il faut le faire, puisque je crois être le seul des 3 armées en activité à avoir reçu cette haute décoration. Et lorsque le président me décorait dans la cour des Invalides, dites-vous bien que c'est pas Bijard qui était là. Un film se déroulait devant moi et j'envoyais mes camarades laissés à Dien Bien Phu, laissés en Algérie, laissés partout, et je disais après tout, c'est eux qui méritent cette haute distinction. On vous a obligé à faire la guerre?
On m'a obligé, non, puisque vous connaissez mes origines, Monsieur Chancel. Vous savez que j'ai démarré pour faire mon service militaire comme tout le monde en 1936, comme appelé de deuxième classe dans la ligne Maginot. J'ai été libéré comme caporal-chef de réserve, antimilitariste à l'époque, bien content de reprendre mon petit boulot à la Société Générale. Êtes-vous antimilitariste aujourd'hui? Non. Non, absolument pas. Mais enfin, je suis pour une armée futuriste, une armée évolutive, une armée qui s'adapte à son temps, si vous voulez, quoi. Alors, donc, repris à la vie civile, et quelques mois après, donc 1938, vous savez qu'Hitler aboyait de plus en plus à la radio, et à ce moment-là, on nous a rappelés. Et de 1936, finalement, je suis passé dans les groupes francs, il y a eu la guerre, j'étais prisonnier après la signature de l'armistice, 3 évasions, j'ai réussi ma 3e évasion en choisissant des moments patriotiques, si vous voulez. Je m'évadais un 14 juillet, je m'évadais 11 novembre, vous voyez. C'était voulu. Le petit paysan lorrain choisissait ses dates, quoi. Alors finalement, j'ai réussi en 1941, mais ça faisait quand même 1936, 37, 38, 39, 40, 41, 6 années données à la France comme appelées, si vous voulez, sans avoir gagné un centime. Alors quand on demande actuellement aux jeunes de faire une année de service militaire, Monsieur Chancel, c'est quand même pas la mer à boire. Un pays comme la France mérite ça. Qu'il y ait plus d'armées dans le monde entier, moi je suis entièrement d'accord, mais ce n'est pas le cas. Regardez autour de nous, regardez tous ces pays de l'Est, 24 mois, 18 mois, 22 mois, et quel entraînement, quel exercice ils font. La Pologne, donc je pense la Russie, que la Pologne, la Russie, la Tchécoslovaquie, tout le monde, 18 mois, 22 mois, 24 mois, et quel service militaire. Alors demandez à un petit Français de servir 1 an la France pour défendre un aussi beau pays, parce que c'est un beau pays, Monsieur Chancel, que je découvre maintenant, puisque 10 ans d'Indochine, 6 ans d'Algérie, 7 ans d'Afrique noire et de Madagascar, finalement, j'ai pas eu le temps de connaître la France. Et je me dis, tu as quand même été bien bête, c'est quand même un pays qui mérite d'être vu et qui mérite d'être défendu. Alors je pense que ça, on peut le faire comprendre facilement à la jeunesse, qui finalement est saine et très disponible. Général Bijard, si la guerre nous avait pas entraîné, quel métier auriez-vous? Ben, je serais dans la banque, puisque j'avais démarré à... Le goût de l'argent? Non, pas du tout. Non. J'ai démarré à 15 ans comme saute-ruisseau. Mon père était employé de chemin de fer à la SNCF et n'avait pas beaucoup d'argent pour me faire poursuivre mes études. Alors, ils m'ont dit à 15 ans, faut te débrouiller. Alors, j'ai fait du porte-à-porte pour trouver un travail et je suis rentré à la banque, à la Société Générale, comme saute-ruisseau. Et là, je suis tombé sur un directeur qui m'écrit encore, qui est venu me voir, qui est à la retraite. C'est un homme qui a près de 80 ans maintenant, qui m'a pris en affection, qui m'a fait passer le brevet élémentaire, qui m'a fait suivre des cours, etc. Et donc, je suis resté à la banque jusqu'à 20 ans. Et là, j'allais déjà passer employé principal. Et lorsque j'étais colonel en Algérie, où je commandais une école à Philippeville, le grand patron de la Société Générale, Monsieur Lorrain, le patron de toutes les Sociétés Générales, tournant en Algérie, il est venu me voir en disant, mon colonel, je tiens à vous voir, etc. On vous a suivi avec beaucoup d'affection. Vous avez donc été employé chez nous. Et je viens vous voir et je vais vous montrer les notes que vous aviez à l'âge de 20 ans. Alors, il m'a sorti les notes que j'avais à l'époque, qui étaient sensationnelles, où j'étais voué, paraît-il, à faire un directeur de banque de... Alors, je serais peut-être directeur d'une agence de la Société Générale. Vous regrettez de ne pas avoir fait Saint-Cyr? Non, absolument pas. Non, parce que si j'avais fait Saint-Cyr... Vous n'êtes pas pour les diplômes? Je suis pas contre non plus. Mais si j'avais fait Saint-Cyr, je ne serais pas Bijard. Ce qui fait Bijard, c'est parce que tout le monde le sait. Il sort de rien, il s'est fait lui-même. C'est la corde à nœud, encore un nœud, encore une autre, les jambes à l'équerre. Et jusqu'au bout, ce sera comme ça. Donc je regrette absolument pas. Si j'avais fait Saint-Cyr, j'aurais peut-être pas pu faire ce que j'ai fait. Enfin, je n'en sais rien. Mais je regrette absolument pas. Vous avez été blessé 5 fois et Oui. après, au bout de cet itinéraire qui n'est pas terminé, vous n'êtes pas un peu blessé au cœur par tout ce qui se passe? Non, absolument pas. Actuellement, oui et non, mais vous savez, une vie, on en a vu beaucoup, Monsieur Chancel, et je crois que les épreuves, pour un homme qui se maintient en forme physique, pour un homme équilibré, ça ne peut que le renforcer. Moi, je ne dirais pas que je suis l'homme des tempêtes, parce qu'il y en a un autre, un grand, dont je ne voudrais pas citer le nom, qui était vraiment l'homme des tempêtes, mais moi, si vous voulez aussi, je suis un petit peu pour les petites tempêtes. Je me sens plus à l'aise dans des situations difficiles que quand tout baigne dans le beurre. Donc je pense qu'un homme bien équilibré doit toujours épuiser une force dans ces moments-là. C'est important l'équilibre, la bonne santé, la bonne santé, la forme physique, je pense que c'est indispensable, oui. C'est toujours de la natation, vous courez toujours? Je fais mes 7 kilomètres tous les matins. Monsieur Chancel, je suis arrivé ce matin par avion. Avant-hier, on faisait un raid de 15 km avec mon état-major que j'ai bouclé en 1h20. Il faut le faire quand même. Hein. Les capitaines, j'ai des témoins là, sont arrivés quelques-uns après moi. Quoi. Hier, j'avais un repas avec les officiers de réserve de Bordeaux qui s'est terminé à 1h du matin. Ce matin, je prenais l'avion après avoir fait mes 7 km dans les rues de Bordeaux. Donc, vous voyez, tous les matins, c'est 7 km. Tous les matins, 7 km de footing. Et il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas d'arrêt. Et je me disais l'autre jour que j'avais 140 ou 150 000 km dans les jambes, puisque je fais ça depuis l'âge de 20 ans, plus les nuits de marche en Indochine, en Algérie. Si vous voulez, j'arrive à un compteur de 150 000 km. Vous voulez être toujours le premier?
Toujours le premier, moralement, physiquement, ça suit quand même pas toujours. Enfin, oui, parce que j'avais une mère, quoi qu'ayant... c'est votre mère qui vous a façonné. C'est ma mère qui m'a façonné. D'ailleurs, un bouquin, j'ai préparé un bouquin qui s'appellera Pour une parcelle de gloire. On vous permet de le publier? J'ai fait la demande. De toute façon, je laisse faire mes chefs que j'estime beaucoup. Ça passe par la voie hiérarchique. Et ce sont des mémoires. Il y a pas de raison que ça ne sorte pas parce qu'il y a rien de méchant là-dedans. Mais enfin, ça dit quand même bien ce que ça veut dire, quoi. Vous n'attaquez personne? J'égratine quelques personnes qui le méritent, à mon avis, parce que qui détient la vérité? Vous égratignez le général Massu? Non, Massu, Bijard, c'est quand même lié dans pas mal de domaines. Mais vous lui en voulez un peu à Massu d'avoir raconté tout ce qu'il a dit sur la torture? Non. Non, mais enfin, je pense que Massu n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de justifier la torture. La torture, sur mon bouquin, sur mes mémoires, j'en mets, si vous voulez, une demi-page en disant que c'est un ordre du gouvernement. On a reçu ordre de faire ça. Deux choses l'une, ou on s'en va, ou on le fait. Et faut le faire, Monsieur Chancel, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais quand vous êtes dans une ville et que vous voyez que des bombes explosent dans des restaurants, dans des cafés, que vous voyez une trentaine de personnes, des jeunes filles, des jeunes garçons, qui ont les jambes arrachées, il faut s'en aller ou il faut trouver les responsables. Pour trouver les responsables, si on trouve celui qui a posé la bombe, d'accord, mais ça ne vous amène à rien. Ça, comment c'est cette bombe, où ça va, et puis il y a des filières à remonter, et ça se remonte pas tout seul. Ça. Donc c'est un ordre du gouvernement. Ça. Votre mère vous a connu, général? Non, malheureusement, et je le regrette bien. Ma mère est morte à 84 ans, j'étais encore colonel, elle est morte à l'hôpital d'un cancer, et je commandais à ce moment-là une brigade parachutiste à Pau. Je suis arrivé quelques heures avant sa mort, et elle m'a dit, alors est-ce que tu es général? Et je lui ai menti, je lui ai dit, oui, ça y est, cette fois, c'est fait, quoi, parce qu'elle aurait voulu me voir général avant de mourir. C'est ça la vieille Laurel. Et il fallait que j'arrive à l'hôpital avec le képi, moi qui ai horreur de ce genre de coiffure, vous savez, j'ai toujours mon béret rouge, et ma mère, fallait que j'arrive en képi à l'hôpital. Alors là, je lui avais menti, la pauvre. Elle me disait toujours, avec l'instruction que je t'ai donnée, tu n'avances quand même pas vite, oui. Alors qu'à 14 ans, elle me faisait travailler. Mais enfin, pour elle, ça m'est arrivé étant à l'école primaire, j'étais toujours le premier, une fois de rentrer deuxième, j'ai eu une correction de la part de ma mère qui m'a dit une seule place est valable, la première. Alors j'ai eu la correction, l'instituteur, elle est allée le voir en disant, mon fils, vous l'avez mis deuxième parce que c'est un fils d'ouvrier. Enfin, il y a eu explication, c'est tout juste si l'instituteur s'est pas fait mettre une correction. Alors ça, c'était la mère Bijard pour laquelle j'ai une grande estime, et elle m'avait fait comprendre qu'une seule place était valable, c'est la première, quoi. Mais c'est pas toujours facile d'avoir la première place. C'est le fils d'ouvrier qui est devenu général. Oui, absolument, oui. Absolument, Monsieur Chancel. Qui vous a supporté? Votre qui femme. vous a supporté, surtout ma femme. Oui. Je le mets aussi sur mes mémoires à ma mère qui m'a façonné, à Gabi, parce que ma femme s'appelle Gabi. J'en parle beaucoup dans mon bouquin. Je mets à Gabi qui m'a supporté, effectivement. C'est dur de supporter Bijard? Faudrait lui demander. Je crois que c'est pas facile quand même. Même les militaires ont du mal à vous supporter? Faudrait leur demander. Vos officiers? Deux, trois. Je ne pense pas, Monsieur Chancel. C'est-à-dire, reste avec moi, je crois, ceux qui font, ceux qui croient, ceux qui ont l'esprit, ceux qui n'ont pas la pêche, s'éliminent d'eux-mêmes, Monsieur Chancel. Vous êtes très exigeant. Exigeant, exigeant avec moi-même, exigeant avec tout le monde. Il faut que ça tourne, si vous voulez. Il faut que ça tourne, il faut que ça ait un esprit, il faut que les gens y croient, il faut du panache, il faut du rendement, l'efficacité, ça oui, c'est un fait. J'exige beaucoup, oui. En 1938, vous aviez 22 ans, je crois. Oui. À ce moment-là, que faisaient ceux qui sont devenus les grands hommes? Où en était-il, le général de Gaulle? Le général de Gaulle était en garnison quelque part à Metz. Diap était un petit professeur d'histoire au Tonkin. Moyed Dayan, dont on a beaucoup parlé, était sergent dans l'armée française. Oui, quelque part en Syrie, sergent d'armée française. Et puis des artistes bien connus, quoi. Tino Rossi, ténébreux, gominé, vedette à part entière de ces dames. Maurice Chevalier chantait Prosper à l'époque. Tout ça, c'était hier, Monsieur Chancel, comme le temps passe vite, quoi. Et Jean Gabin? Et Jean Gabin, l'inoubliable Jean Gabin, le merveilleux Jean Gabin, était dans Gueule d'amour ou je sais plus quoi, très playboy à l'époque. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'espace. Vous avez toujours eu cette liberté. Avez-vous l'impression aujourd'hui d'être totalement libre? Oui, parce que je dois reconnaître, Monsieur Chancel, que j'ai des patrons que je connais bien. Qu'est-ce que vous appelez les patrons, c'est le gouvernement? Du fait que j'arrive quand même à 4 étoiles, il n'y a plus tellement de gars au-dessus de moi quand même. C'est une satisfaction. Puis ceux qui sont au-dessus de vous les écrasez un peu? Absolument pas, non, parce qu'il s'agit discipliné. Il s'agit du général Morin, il s'agit du général de Boissieu, je tiens à les citer. C'est mes patrons directs, c'est des patrons pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et un dévouement total, il n'y a pas de doute, quoi. On vous a reproché parfois de sortir du rang? De sortir du rang, d'être sorti du rang, quelquefois quand même.
Pas méchamment, si vous voulez, mais par la force des choses, Bijard s'était retrouvé colonel très jeune, colonel plein à 41 ans. Alors, le haut commandement s'est dit, c'est quand même pas normal. Ce gars-là est rentré dans la souricière par un trou de souris, et il sort gros comme un bœuf, quoi. Il n'a pas fait d'école, et c'est le plus jeune colonel de l'armée française. Alors, il y a quelque chose qui ne collait plus là. Alors, on m'a fait faire l'école de guerre. Il a fallu que je fasse l'école de guerre. Après 25 ans de guerre, il a fallu que j'apprenne l'école de guerre. La guerre l'a bien pensé, sans faille, c'est nous nous vaincrons, mais tout au moins sur le papier, quoi. Alors là, dans cette école, eh ben, à grade égal, il y a quand même des camarades qui m'ont dit, vous savez, le breveté passe avant celui qui ne l'est pas, quoi. Ça m'est resté, mais enfin, pas méchamment. Enfin, vous avez toujours fait sérieusement les choses, mais j'ai l'impression que vous ne vous prenez pas au sérieux. Ah non, faut faire peut-être ça cache quelque chose. Ah non. Je pense que, je le dis souvent aussi, là, faut faire les choses sérieusement, mais surtout pas se prendre au sérieux, vous savez. Absolument pas. Est-ce seulement une parcelle de gloire que vous avez recueillie? Oui, c'est-à-dire, mon bouquin, c'est une parcelle de gloire. Vous voyez, après avoir été libéré au bout de 2 ans de service, quand j'ai fait mon service militaire, après volontaire pour les groupes francs, là, quand je suis reparti, quand on m'a rappelé, à ce moment-là, il y avait un but, défendre ma patrie, et ça me guidait. Né à Toul, près de Doremi-la-Pucelle, près de Jeanne d'Arc, si vous voulez. Je ne dis pas que j'entendais des voix, mais presque. Alors, quand je suis reparti à Gno faire mon service militaire, je rêvais de revenir à héros dans mon pays. Vous voyez, tout jeune, j'avais ce désir. Alors, il fallait que je montre que je n'avais pas peur, que j'étais meilleur qu'un autre, et puis c'est parti comme ça. Et après, on est pris par son personnage. Je pense qu'au départ, il y a d'abord l'amour de sa patrie, et puis ensuite une certaine gloriole. Alors, Bijard était heureux quand on parlait de lui, quand on le décorait, surtout avec... C'est pour ça que je lui ai demandé tout à l'heure à passer le disque de Jean Gabin, là, je sais, il y a un âge, vous le savez, on sait tout, à 18 ans, à 25 ans, etc. Puis après, on s'aperçoit que tout ça ne veut rien dire. Mais je reconnais que parfois, j'ai été grisé par une parcelle de gloire. Et je le regrette pas, parce que ça vous aide bien aussi. Vous êtes très content de votre légende, qui n'est plus une légende. Oh, une légende... Non, monsieur Chancel, parce qu'il y a là... Le para. Non, mais j'ai 58 ans, quand même. 5 blessures, la branche droite du cœur bloquée, il y a un tas de choses quand même qui sont plus tout à fait au point. Je suis un peu comme Poulidor. Si je m'arrête, Poulidor, quand il a une journée de repos au Tour de France, il fait pas surface le lendemain. Moi, si je m'arrête de faire mes 7 kilomètres tous les matins, ben c'est foutu, j'en partirai plus. Donc, si vous voulez actuellement, c'est autre chose. Il y a la sénérité, il y a la sérénité, il y a le recul. Donc actuellement, le problème est tout à fait différent. Mais enfin, je reconnais que ça m'a bien soutenu, quoi. À un certain moment, vous avez eu envie de prendre le pouvoir? Oh, absolument pas. On vous en a donné l'occasion. Massue aurait pu le prendre. Je pense que Massue aurait pu le prendre. Je crois que vous lui avez reproché un jour non, de ne pas l'avoir pris. Massue aurait pu le prendre avec ses parachutistes. Ça n'aurait pas duré. Monsieur Chancel, là, un pays civilisé comme la France, un vieux pays comme ça, un pouvoir militaire ne tiendrait pas. Ça aurait peut-être amené du bon, même si ça avait duré peut-être quelques mois, ça aurait peut-être énervé les gens, ça nous aurait peut-être secoué davantage. Mais enfin, c'est pas souhaité. Plus on vieillit, plus on s'aperçoit que l'armée, ça doit être un bloc discipliné, à la botte du pouvoir, quel qu'il soit. Autrement, c'est plus possible. Faut quitter l'uniforme. Si on n'est plus d'accord, mettre un uniforme et puis mettre un habit civil et puis se battre. Ce qui peut arriver si on n'est plus d'accord avec un tas de choses. Mais tant qu'on est dans l'armée, il faut jouer le jeu. Et une armée n'est pas pensable sans ça, monsieur Chancel. Une armée comme un vieux pays comme la France, c'est pas possible. Enfin, il y a eu les grandes heures de votre carrière, il y a eu l'Indochine, il y a eu Dien Bien Phu, vous avez été fait prisonnier. Oui. Que pensez-vous, par exemple, de ces militaires qui ont été lâchés sur Dien Bien Phu alors que la reddition était faite? Oui, les derniers jours, les 2 derniers jours, on le savait. Dont mon merveilleux camarade Pouget, qui est au Figaro, là. Jean Pouget, qui est un très bon copain, qui était porte-bidon de Navarre, et qui est un vieux soldat, et quand il a vu que Dien Bien Phu était foutu, il a dit, moi, il faut absolument que je saute avec les camarades à Dien Bien Phu. Et Pouget est de ceux qu'on sautait les 2 derniers jours. Je les ai beaucoup admirés. Moi, j'avais pris une première fois Dien Bien Phu, et on prend Dien Bien Phu, on arrive en parachute, les Viet étaient en dessous, on se fait tirer en l'air, enfin, combat à l'arrivée, enfin, on prend Dien Bien Phu. Alors, au bout de 15 jours, mon bataillon qui avait la côte en Indochine, on en avait besoin ailleurs. Alors j'ai quitté Dien Bien Phu, je suis parti me rebattre dans le Delta, et puis quand ça était très mal à Dien Bien Phu, c'est-à-dire au moment où les premiers points d'appui sont tombés, on m'a reparachuté à Dien Bien Phu. Alors si vous voulez, j'étais parachuté le 16 mars, autant que je me souvienne, alors que Dien Bien Phu est tombé le 8 mai ou quelque chose comme ça. C'était une folie de rester là-bas? C'était une folie, oui et non, c'est très discutable, c'est un vieux problème. Alors ce Dien Bien Phu, il y avait quand même 13 000 hommes. 13 000 hommes, où le seul endroit où le monde libre se battait, où tout le monde avait les yeux braqués sur Dien Bien Phu, tout le monde regardait ça. Alors là, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il y avait quand même 13 000 hommes à Dien Bien Phu, quoi, et qu'il n'y ait pas eu un général. On a mis le brave colonel de Castries, qui a fait ce qu'il a pu, mais là, 13 000 hommes, il fallait mettre le général de division breveté numéro 1 de l'école de guerre, entouré au moins de 2 brigadiers, il y avait de la place au moins pour 3 généraux
avoué à Dien Bien Phu, là. Alors déjà, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Alors je pense qu'un Dien Bien Phu, où il y aurait eu que des unités, vraiment des unités, les 13 000 hommes qu'il y avait, si ça avait été, si vous voulez, 13 000 légionnaires ou 13 000 parades, et vraiment des unités solides, peut-être ça pouvait casser le Viet, parce que ça a quand même tenu 3 mois. Le Viet, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, j'en parle avec beaucoup d'admiration de Giap dans mes mémoires, mais enfin le Viet avait une grosse casse. Et au bout de 3 mois, Giap s'est demandé s'il allait en sortir, lui aussi s'est demandé s'il arrivait à pas. Alors imaginez qu'au lieu d'avoir eu des bataillons venant un peu de partout, si on avait eu vraiment des bataillons très très solides, je crois que malgré le mauvais choix de la cuvette, on pouvait les casser. Tandis que nos patrons, le général Navarre, c'est le passé, mais le général Navarre, c'était le genre d'homme pour qui un bataillon, c'est un bataillon. Alors pour moi, c'est absolument différent. Vous avez un bataillon de choc, qu'en voudra 10 autres, s'il y a un esprit, si des gens y croient. Il y a la quantité, mais pour moi, ce qui compte, c'est d'abord la qualité. Alors je crois que 13 000 hommes vraiment de choc, là, on pouvait, je pense, les casser, quoi. Je sais, général Bijard, que vous avez de l'estime pour vos adversaires. Vous avez eu envie de rencontrer le général Giap? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez rencontré? Non, en captivité, il est venu nous voir, mais il nous a pas parlé. Mais oui, je l'ai vu, mais il ne nous a pas parlé, absolument pas. Vous avez l'impression quand même qu'il y a eu dans votre carrière, et par la force des choses et des événements, une suite de débâcles, d'échecs dont vous gardez quand même des meurtrissures? Oui, je n'ai vécu que ça. C'est d'ailleurs le mal de l'armée. La guerre contre les Allemands en 40, où j'ai quand même eu ma revanche, puisqu'après mon évasion du fameux mois de novembre, là, je suis parti en Afrique noire, et de là j'ai suivi un entraînement parachutiste avec les gens anglais, et j'ai été reparachuté sur la France, si vous voulez, où j'ai libéré l'Ariège avec 1500 Allemands prisonniers, 300 Allemands tués, 40 tués chez nous. Enfin là, si vous voulez, j'avais l'impression d'avoir réagi, quoi. Ensuite, il y a eu l'Indochine, où j'ai consacré 10 ans de ma vie à l'Indochine, et on a perdu donc à Dien Bien Phu, ça a été fini. L'Algérie, où pendant 6 ans j'y ai cru, où on s'est donné à fond, là aussi on a lâché. Et dernièrement, on m'envoie à Madagascar, où je suis encore celui qui liquide Madagascar. Alors ça fait quand même beaucoup de choses, si vous voulez. Il faut beaucoup de tenus pour réagir face à ça. Mais on a quand même des satisfactions. Vous ne croyez pas, Monsieur Chancel, que les Viettes, ceux que j'ai connus, si j'ai de l'admiration pour eux aussi, vous savez, on les a marqués. En Algérie, tous ces connaît le Felaga contre lesquels on s'est battu, je la verrai maintenant, mais on boira un peu ensemble et ils seraient fiers de me retrouver, j'en suis persuadé. Madagascar, sur des journaux très à gauche, des journaux rouges, je ne sais pas comment ils s'appellent, ils avaient dit, et Bijard qui a matraqué des étudiants à Madagascar, alors que j'ai parfaitement compris le problème des Malgaches, où j'ai quitté Madagascar accompagné par les ministres à l'avion, qui m'ont embrassé dans l'avion, le général Ramadan sous-chef de gouvernement malgache, m'en mettant la plaque du mairie de Malgache, faisant laïus sur Bijard, en disant le plus grand français qu'on ait connu. J'ai laissé là-bas que des copains, voyez-vous. Alors il y a quand même dans ces reculs, il y a quand même de grandes satisfactions. Mais vous arrivez même à retourner les étudiants. Puis c'est le vent de l'histoire, Monsieur Chancel, c'est le vent de l'histoire, c'est comme ça, quoi. Vous aimez la bagarre? La bagarre, non, vous verrez tout à l'heure ce qu'en pense Monsieur Kessel. Non, la bagarre, même lorsqu'elle est seulement dans les mots. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire la discussion. Actuellement, dans ce problème de l'armée dont on parle, et ça intéresse beaucoup de gens. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup la jeunesse de France, et qu'elle est bien, qu'elle est disponible. Mais il y a une minorité en France, et vous le savez. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. C'est pas pour jouer le vedettariat, parce que je m'en fous, j'en suis plus là. Mais autant entendre Bijard aujourd'hui que Krivine, par exemple, je pense. J'ai reçu déjà Krivine. C'est pas plus mal pour la France. Ah, vous auriez dû, alors si vous étiez chic, Monsieur Chancel, me recevoir peut-être avant. Mais non, je vous mettais face à face. Voilà, ça aurait été excellent, quoi. Il y a pas de doute. Alors, moi, je pense que dans tout ça, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Et actuellement, il faudrait peu de choses pour retourner les gens, pour faire comprendre qu'on a vraiment besoin d'une armée. Et les jeunes, justement, ces jeunes activistes que j'ai reçus dans mon bureau à Tananarive, quand je suis arrivé, pas Tananarive, à Bordeaux, quand je suis arrivé à Bordeaux, il y avait une manifestation anti-Bijard. Alors, des jeunes, des antimilitaristes qui manifestaient contre l'arrivée de Bijard. J'ai essayé de savoir qui ils étaient. Et je les ai invités à mon bureau, on a discuté. Je dis, vous manifestez contre Bijard, pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? On ne se connaît pas. On va se présenter notre carte de visite. Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis. Et ça a permis de faire... Mais ces jeunes sont pas mal, après tout, ils sont disponibles. Mais il n'y a plus d'aventure, Monsieur Chancel. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'évasion. Alors, ils vivent là, dans l'Hexagone, et ils ont besoin de s'exprimer, quoi. Et à 20 ans, on est persuadé de détenir la vérité, ça. Aujourd'hui, vous commandez la 4e région militaire, vous avez, je crois, 22 départements sous vos ordres. 20 départements, oui. Est-ce encore une aventure pour vous?
C'est une aventure, oui, parce que tout à l'heure j'ai dévié un petit peu, j'ai perdu un petit peu le fil. C'est une aventure, en ce sens qu'actuellement on a un combat à gagner, Monsieur Chancel, qu'on n'a pas le droit de perdre. On confie aux trois armées 300 000 jeunes par an, ce qui fait 1 500 000 dans les 5 années à venir. Cette jeunesse, il faut qu'elle puisse quitter l'armée en disant je n'ai pas perdu mon temps, je suis fier d'avoir été militaire, j'ai appris des choses, je suis plus fort physiquement, plus fort moralement. Et ben pour réaliser ça actuellement, il faut faire beaucoup de choses. Il ne faut vivre que pour le jeune, il faut se passionner, il faut le contact, il faut marcher avec lui, il faut aller avec lui, il ne faut pas se réfugier derrière des galons. On a un travail avec un esprit des croisés qu'on doit faire actuellement, si vous voulez. C'est un nouveau combat. Moi, je le dis à mes cadres, finalement, j'arrêterai pas jusqu'au bout, jusqu'au moment de la retraite, j'en filerai plus parce que actuellement, retroussons nos manches et c'est un nouveau combat qu'on n'a pas le droit de perdre. Et j'essaierai de ne pas le perdre maintenant. Mais cet enthousiasme que vous avez, vous l'aurez jusqu'à quel âge? Mon rêve, Monsieur Chancel, ce serait... Au-delà de la retraite? Non, mais ce serait de terminer debout parce que sucrer les frais, ce sera pas marrant. L'idéal, ce serait de terminer debout. Dernièrement, à Tananarive, à Madagascar, j'ai eu parce que je saute encore en parachute, un très grave accident de saut en parachute. Je rentrais de Paris. J'avais été convoqué à Paris par Monsieur Debré, là, pour mettre quelque chose au point, et je rentre toute la nuit en avion, je rentre à Tananarive, et à Tananarive, j'avais un régiment de légion à Diego Suarez, donc à nouveau 3 heures d'avion, si vous voulez, qui faisait une manœuvre. Alors, de Tananarive, je reprends un autre avion pour aller à Diego. Et je dis à l'amiral qui commandait Diego, récupérez-moi en mer, je saute dans la baie des Français, alors avec votre vedette, récupérez-moi. Alors, je pars en avion, ma femme me dit ne pars pas dans l'état où tu es, j'avais une espèce de faiblite, j'avais 39 de fièvre, mais je dis tout ça sans mettre en l'air, on en a vu de l'autre. Alors, j'arrive au-dessus de Diego, la porte ouverte, et le largueur me dit, il y a de Bourquin en bas. Alors, il y a 800 mètres de fond dans ce coin-là, et on voyait des requins, mais ils sont inoffensifs dans le secteur. Alors, je pars. Alors, l'habitude de sauter en mer, vous savez, il faut se dégrafer, il faut enlever le parachute, le ventral, et se pendre à bout de bras. Alors je pends un bout de bras à 100 mètres à peu près, et à 40 mètres avant d'arriver sur l'eau, j'ai une syncope. Je lâche le parachute sans m'en rendre compte, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé 3 jours après. 3 jours dans le coma, je me suis réveillé sur un lit d'hôpital à Tananarive. J'avais 4 côtes cassées, le poumon plein de sang, je voyais plus clair, le bras droit inerte, un creux dans le dos, le pantin complètement disloqué, quoi. Alors de Tananarive, ils avaient déjà prévu un avion pour m'envoyer d'urgence au Val-de-Grâce à Paris, quoi. 8 jours après, je me sauvais de l'hôpital, je reprenais l'entraînement, si vous voulez. Mais j'ai dit à ma femme, j'ai loupé ma sortie, quoi. Et Bijard, la cour est terminée dans la boue des Français, au bout du pépin, c'était sensationnel, monsieur Jean. J'ai loupé ma sortie. Si je crève d'un cancer dans 15 jours, ou si je suis écrasé par une bagnole, c'est idiot, quoi. J'ai loupé, là. D'autant plus que c'était facile, j'ai rien vu, j'ai rien compris. Vous avez des enfants? J'ai une fille, Chancel, oui. Elle est pharmacienne, ça relève un petit peu le niveau intellectuel de la famille. Elle a 28 ans, on l'a amenée à Dakar, on l'a amenée à Tananarive, on l'a amenée en Centrafrique, elle a suivi des cours par correspondance, mais c'est une fille qui a sa fierté, qui s'est accrochée et qui a tout réussi ses examens, son bac, ses 5 années de faculté, elle est pharmacienne actuellement. Elle vous regarde avec quels yeux? Ça varie. Il y a une période où elle est militariste? Ça dépend maintenant un peu plus. Mais il y a un moment à Dakar, vous savez, l'esprit dans les facultés, c'est pas très orienté vers le militarisme, l'enseignement non plus, quoi. C'est bien dommage. Alors, à Dakar, une fois elle rentre, elle était en 2e année de pharmacie, en disant, papa, qu'est-ce que tu fais dans ce métier? Je comprends pas que tu sois dans l'armée. Alors, à Dakar, on avait une belle résidence, elle avait chauffeur, elle avait voiture. J'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, t'as plus de voiture, t'as plus de chauffeur, et tu laveras tes culottes toi-même, etc., quoi. Et alors donc, si vous voulez, elle s'était remontée un peu par les camarades, mais ça a pas duré longtemps, c'est une chic fille, quoi, qui part au sport tous les matins avec moi, qui a la pêche, et qui est fin là, quoi, oui. Général Bijard, il y a 15 ans, lieutenant-colonel, vous commandiez en Algérie le 3e régiment parade d'infanterie de marine composé d'hommes du contingent. Et ces hommes, vous les meniez au combat. Aujourd'hui, leurs cadets manifestent contre vous. Alors y a-t-il une différence entre ces hommes d'il y a 15 ans et ces hommes d'aujourd'hui? Non, c'est exactement les mêmes, monsieur Chancel. Les cadets qui manifestent contre moi, c'est une petite minorité. C'est les trotskites, c'est ceux qui ont voté pour mademoiselle Laguillet, qui est fort gentil d'ailleurs, je n'ai rien contre. Puis on a la démocratie, tout le monde a tous les droits. Je ne suis pas contre, c'est pas moi qui leur en veux. J'aurais 20 ans, je serais peut-être pareil, j'en sais rien, puisque c'est pour ça que j'ai demandé le disque de Jean Gabin. À 20 ans, on détient la vérité, mais pas après, quoi. Alors, moi, je pense que c'est exactement les mêmes. Et ceux qu'on a toujours les mêmes professionnels de la contestation. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la jeunesse de France... Vous aimez la contestation? Mais bien sûr. Et c'est des gens intéressants, qui ont quelque chose dans le ventre. Il suffit de discuter avec eux, de s'expliquer, quoi. Je suis pas contre. J'aurais 20 ans, je serais peut-être avec eux. Je n'en sais rien, après tout. Parce que vous savez qu'il y a un malaise dans la vie sociale et que vous regardez les jeunes avec d'autres yeux, peut-être. Vous parlez avec eux, vous, le général? Ah oui. Oh là là. Plus avec eux qu'avec vos cadres? C'est-à-dire, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai 58 ans, monsieur Chancel, et je me sens pas à l'aise avec ceux de mon âge.
Quand je vois des Vous les trouvez vieux? Ben oui, je dis qu'il est vieux. Alors après, je me regarde dans une glace. Après tout, je dis tu as à peu près le même visage que lui, quoi. Il y a pas de doute. Mais d'avoir vécu toujours avec des jeunes, d'avoir toujours commandé des jeunes de 20 ans, je me sens très à l'aise avec eux, quoi. C'est peut-être de la prétention, mais je crois que c'est vrai, quoi. J'aime le jack, j'aime danser toute une nuit, par exemple, quand je peux, ce qui m'arrive pas souvent, mais j'aime les disques de maintenant, j'aime les disques à du rythme où j'aime mieux ça que nos tangos de notre époque, si vous voulez, ou les valses. Non, je suis très mordu par cette ambiance et j'aime beaucoup les jeunes. Et ils sont bien sûr, on aurait des ennuis demain, tout ça repartirait. Vous avez l'impression d'avoir vieilli? Ah oui, quand même. Oui. Non, pas comme ça, Monsieur Chancel, mais il y a le miroir quand même le matin où le sang. Il y a quand même un sacré décalage. Quand je vois la bonne tête des jeunes de 20 ans, quand je leur parle et que je rentre et que je me regarde dans une glace, je me dis quand même, il y a un sacré décalage. Te fais pas d'illusions. Mon général, vous êtes pour une armée de métier? Non, absolument. Je crois qu'il y a 15 000 engagés en France. Oui. Oui, à peu près. Il en faudrait combien? 80 000 pour une armée de métier? Il en faudrait 80, 90 000, 100 000 même, oui. Je suis contre une armée de métier, parce que une armée doit être, Monsieur Chancel, le reflet de la nation. On doit se sentir à l'aise dans la nation. Le militaire doit être fier de la nation. Et le Français doit être fier de son militaire. Mais tout ça, on se connaît mal. Il faut se pénétrer davantage. Il faut se connaître mieux. Et tout ça est possible. Et il faut que ce soit comme ça, parce que même aux jeunes appelés, on peut leur dire, on est lié au même contrat aux jeunes appelés. Le jeune qui vient faire son service militaire, il n'a pas affaire à un officier d'active, il est dans l'armée française qui est à lui, tout ça nous appartient. Il y a un marché entre nous, il faut bien qu'on ait qui commande et d'autres qui participent, mais tout ça peut être expliqué. Et je pense que... Qui doit l'expliquer? Le gouvernement? Qui doit l'expliquer? Oui, il faut bien préciser la pensée, il faut bien dire à quoi sert une armée, il faut montrer, faire passer à la télévision l'entraînement des autres armées étrangères qui nous entourent, faire comprendre que partout il y a des armées. Je suis d'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y ait plus d'armées dans le monde entier, d'accord, on enlève les armes, mais c'est pas le cas. Plus une seule. Mais plus une seule. Mais alors, on n'y est pas, Monsieur Chancel. Alors, ça, c'est facile quand même à faire comprendre à la nation. Et croyez-moi, l'ensemble n'est pas contre. Moi, je le vois dans les villages, partout où on passe, l'armée est bien vue, ça, il n'y a pas de doute. Non, il n'y a pas lieu de s'affoler, mais actuellement, il faut faire très attention. On nous attaque, il y en a qui engagent le combat avec nous. Alors, c'est un autre genre de guerre. Alors, il faut mener le combat sans leur en vouloir, parce qu'on est en pleine démocratie, sans haine, mais il faut s'expliquer. Je pense que... Vous permettez à vous appeler de faire de la politique dans les casernes? C'est-à-dire que ils font quand même ce qu'ils veulent. On ne peut pas dire qu'on les ennuie. Par exemple, on a autorisé récemment dans l'armée à réintroduire l'humanité, à réintroduire minute. Moi, je peux vous assurer, je vous donne ma parole d'honneur, que moi, j'ai jamais été vérifié ce que disaient mes soldats. Ça m'est bien égal ce qu'ils disent. D'autant plus si vous leur interdisez, ils vont vouloir l'acheter de préférence. Moi, je lis bien minute. J'achète de temps en temps l'humanité, quoi. Ça permet de voir ce qu'ils pensent. Non, ça c'est pas la peine. Il n'y a pas de doute. Le service militaire, alors, quelle durée pour vous? Un an. Un an, parce que... Un an, c'est bien. Un an, c'est bien. Un an, c'est bien, et c'est difficile de parler autrement, M. Chancel, parce que si on dit service à 6 mois, les besoins de l'armée sont de 300 000 jeunes. Si on dit service à 6 mois, il faudra un apport de la nation de 600 000. La nation ne peut en apporter que 300 000. Donc on a beau tourner le problème comme on veut, même au point de vue possibilité de la nation, on est obligé de se tourner vers le service à un an. Puis un an, c'est quand même un minimum comparé à ce qui se passe dans les autres États aussi. Si vous voulez avoir une armée qui représente la nation, c'est-à-dire qui n'est pas de métier, il faut quand même que les gens, si vous voulez qu'ils soient utilisables, il faut quand même quelques mois, 3-4 mois pour les former. Après, ils sont utilisables. Alors si vous libérez dès qu'ils sont formés, vous n'en aurez jamais qui seront formés. Le général Bijaran, en temps de paix, le refus de l'armée est essentiellement politique. Alors, est-ce qu'il vous arrive de parler avec des hommes politiques ou d'avoir des débats avec des gens qui ne vous sont pas favorables? Oui, alors l'autre jour, on a eu l'échange. C'est à lancer, ça, parce que le nouveau ministre, M. Soufflet, tient beaucoup à ce qu'on ouvre les portes, et je pense qu'il a raison, qu'on a engagé le dialogue. Alors, on a eu l'autre jour une réunion, un colloque à Pau, où il y avait M. Léo Hamon, il y avait Monsieur Duverger, Monsieur Mandouze, des gens qui écrivent sur Le Monde, professeurs de Nanterre, etc., de Nanterre et de la Sorbonne, autant que je me souvienne, face aux parachutistes, on connaît le parachutiste, au capitaine parachutiste, un dîner-débat qui a été fort intéressant. Alors c'est bon parce que prennent les jeunes et nous aussi, on continue derrière eux, quoi. Alors il est bon de s'expliquer. Alors je pense que ces universitaires qui sont venus nous voir, c'est quand même un progrès de voir tous ces universitaires venir dans une division parachutiste qui est remarquable, qui est commandée par le général Le Borgne, une division qui marche très bien. Ça a été sensationnel au cours du dîner débat. Et moi je pense que je suis sûr même qu'ils ont été marqués par ce qu'ils ont vu, par notre discipline, par notre esprit républicain, je dirais même chez les parachutistes qu'on traitait de fascistes alors que ça ne veut absolument rien dire. Vous êtes, général Bijard, vous êtes un bon républicain? Ah oui, sûr, non mais je suis pour l'ordre, je suis pour le pouvoir en place, autrement on n'en sort plus. Quel qu'il soit.
quel qu'il soit. Oui, un gouvernement communiste, vous êtes en place. On n'en est pas là. On n'en est pas là quand même. On n'en est pas là. C'est une question à ne pas me poser, je crois, M. Chancelier. Vous êtes d'ailleurs battu avec les communistes. Ils se sont battus avec moi, même dans le maquis. Ils ont été remarquables. Leur maquis FTP, il y en a eu d'excellents, quoi. Et puis des communistes, il y a 20% des Français qui votent communistes. Donc on en a dans nos régiments, on en a eu partout. Il n'y a jamais eu de problème avec eux. Et chez eux, il y a une bonne discipline, ça marche. Hein, la même que la vôtre? Ah, peut-être. Peut-être. Vous avez été étonné par les contestations qui se sont manifestées justement parmi les appelés dans les régiments, dans certaines casernes? Dans les régiments, il y a eu Draguignan. Il y a eu Draguignan. Ça vient de ce que je pense, là je peux le dire, et je pense que M. Soufflet ne m'en voudra pas. Je pense qu'à l'échelon gouvernemental, il y a eu une période, si vous voulez, où le président étudiait les problèmes de l'armée. Mais il a tellement de problèmes à étudier, puis le problème de l'armée est complexe. Alors il y a eu une période où on disait sur les journaux, on n'a jamais tant parlé de la Grande Muette que ces derniers temps, où sur les journaux on disait service à 6 mois, probablement. Un autre député UDR qui disait l'armée ça ne sert à rien. Monsieur Sanguinetti qui disait armée de métier, etc., etc. Alors les jeunes appelés... On ne savait plus. Les jeunes appelés qui disent ça, celui qui a 5 mois se dit je ferai peut-être que 6 mois. Donc j'ai peut-être plus qu'un mois à faire. Celui qui va être appelé se dit il n'y aura peut-être pas de service militaire du tout. Donc tout ça crée un trouble, si vous voulez. Et puis l'action antimilitariste qui jouait pas mal, ce qui fait qu'à Draguignan, il suffit de quelques... Enfin, il y a eu Draguignan, quoi. Il y a eu Draguignan. Oui, mais la question est quand même posée, Général Bijard. L'armée est-elle malade? J'ai connu et j'en connais des officiers désespérés. Ah, oui. Par les salaires qu'ils ont et par la mentalité qu'ils pas tellement les salaires. On en parlait encore. C'est quand même un fait social. Oui, c'est un fait social, mais c'est pas tellement ça. C'est pas tellement de ça que sont malheureux. Je ne parle pas de ceux de ma génération, des colonels, des vieux, mais les capitaines, les lieutenants, bien sûr qu'ils gagnent un peu plus, c'est absolument nécessaire qu'ils puissent étaler dans la nation. Mais c'est pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est être considérés à l'intérieur du pays. La considération, c'est ça, c'est l'estime. Être considéré comme les autres. Et vous avez l'impression qu'il y a un fossé entre l'armée et les autres? Pas un fossé si vous voulez, mais il existe quand même un problème. Un petit creux là, un petit creux et un problème qui mérite d'être réglé. Le problème est soulevé quand même depuis peu de temps, puisque cette Grande Muette, on n'en parlait jamais, elle était toute seule à part. Maintenant, le débat est soulevé. On a un gouvernement qui est axé sur les réformes, on parle beaucoup de réformes. Nos chefs militaires sont axés là-dessus. Je crois que le coup est donné. Et vous savez qu'il y a beaucoup de réformes en cours. On va voir ce que ça va donner. On en attend. Mais il y a des choses à faire. Il y a un malaise qui existe, c'est certain. Mais vous êtes les victimes de grandes habitudes, parce que autrefois, et ça s'est répercuté dans les siècles, dans les familles, le premier restait à la maison, il était l'héritier, l'autre partait pour les armées, il devenait officier, puis le troisième était curé. Oui. Alors maintenant, effectivement, qui conseillerait à un jeune Français, par exemple, de faire une carrière militaire? Ça n'existe pour ainsi dire plus, quoi. Mais vous étiez quand même un peu gérés en chapelle, les militaires, à une certaine époque de votre vie. La guerre a peut-être transformé, mais il y a quand même une litanie d'habitudes qui suivent. Oui, c'est-à-dire que moi, comme je suis un militaire un peu à part, j'ai pas vécu ça, M. Chancelier. Vous avez l'impression que largué 10 ans en Indochine, 6 ans en Algérie, être mon patron, faire ma guerre, si vous voulez, parce que je montais mes opérations, je la faisais moi-même. Madagascar, où je suis livré à lui-même, Dakar, partout où j'ai tourné, j'étais mon patron, si vous voulez. Et à l'intérieur de mes boutiques, j'ai créé un esprit. Alors moi, je n'ai pas eu une impression, c'est peut-être prétentieux, mais à l'intérieur de mes boutiques, jusqu'ici, j'ai pas eu cette impression de malaise, parce que on flambait dans un même esprit, un peu l'esprit des croisés, se donnant à fond à ce qu'on faisait, que ce soit en Centrafrique. J'ai été buté par mesure disciplinaire au moment de l'Algérie, là, au moment des barricades d'Alger, on m'a largué, fallait éliminer Massu Bijard d'Algérie, et moi on m'a largué ou parachuté Bijard, ils ont laissé tomber ma parachute, et je suis balancé dans l'Oubangui-Chari, République centrafricaine. Alors pendant 30 mois je suis resté là-bas, j'ai dit je ne lis plus un journal. Vous en avez bavé à ce moment-là? Je ne lis plus un journal, oui, je ne lis plus un journal, je veux pas savoir ce qui se passe en France, je me considère comme le Cornet du pont de la rivière Quay. Alors là, j'ai construit églises, des écoles, des manœuvres de 80 km dans la nuit, on a créé un esprit, des piscines, on a créé un esprit terrible, et ces 30 mois, je les ai pas vus passer. Vous en vouliez à la France à ce moment-là? Même pas ça, je disais, tu as perdu, on parlait beaucoup de Bijard, tu n'es plus rien, tu es éliminé, serre les dents, accroche-toi, une vie c'est bien long, et passionne-toi pour autre chose, on peut toujours se trouver une raison d'être. Et là, au cœur de l'Afrique, avec tous les cadres que j'avais, français, officiers, sous-officiers, mais africains, il y avait un esprit terrible. Si vous voulez, moi, par la force des choses, j'ai vécu un petit peu toujours en dehors de ça, et quand je reviens en France, là, je rentre de Madagascar il y a pas bien longtemps, je sens quand même, là, je constate qu'il y a quand même un malaise un peu croissant, c'est un fait, quoi.
Vous comprenez Maintenant, c'est pas la première fois qu'il y a des malaises dans l'armée. Vous savez, entre 1918 et 1939, il y a eu des périodes où ça connaît pas non plus. Il y a des creux de vague. Il y a des malaises partout. Puis maintenant, quand on parle de malaise dans l'armée, regardez votre ORTF, M. Chancel. Bon, regardez la justice, regardez l'enseignement. Ne me demandez pas d'en parler. Bon, très bien. Alors, regardez ce qui se passe, quoi. Alors, je crois que c'est un malaise général. Il n'y a pas que le malaise de l'armée. Il fait partie d'un ensemble. Je crois que le Français, M. Chancel, vit dans un beau pays. On dit qu'il est malheureux, on dit qu'il n'a pas le SMIC. Vous aimez votre pays? Oui, j'aime beaucoup mon pays. Et regardez quand même ces voitures. Moi, je me disais, avec cette crise, on verra plus de voitures sur les routes, on va pouvoir se promener en vélo. Mais pas du tout. Regardez, 1er novembre, il n'y a jamais eu tant de bagnoles. On ne voit jamais tant les gens acheter dans les magasins. C'est un pays, il faudrait que les gens y voient un petit peu ce qui se passe ailleurs. Vous savez, on n'est pas si malheureux que ça, finalement. Vous êtes pour le salut au drapeau, pour l'hymne national, vous êtes pour la Marseillaise qui est revue par M. Giscard d'Estaing? Oui, vous savez, je n'ai pas tellement l'oreille musicale, alors je ne saurais trop vous dire, mais enfin, oui, il faut quand même se raccrocher à des traditions qui existent, il ne faut pas tout bouleverser. Oui, je suis fan de la Marseillaise quand même, ça me remue quand je l'entends. On dresse la tête, on salue, sûrement. Vous avez souvent désobéi? Désobéi, j'ai pas eu tellement l'occasion de désobéir. Ça m'est arrivé quand même, ça m'est arrivé une fois, à tort d'ailleurs parce qu'on ne doit pas. Je rentrais de faire l'opération Timimoun en Algérie, une opération très dure. J'avais perdu une dizaine de kilos dans le désert, trouver les fêtes, tout ça, c'était nouveau. C'était vraiment une opération très difficile. Livré seul au milieu de ce désert, dans un désert presque aussi grand que la France, terre occidentale, trouver les rebelles là-dedans. Ça avait parfaitement marché, mais on est rentré complètement crevé. Et là, je rentre me reposer un petit peu à Alger. Je suis convoqué par un général pour une opération où, au lieu d'avoir un seul régiment, il y avait 5-6 régiments pour courir après quelques mulets qui se trimballaient dans la montagne où, paraît-il, il y avait ils portaient des armes. Alors, quand j'ai vu qu'on m'avait laissé seul jouer une telle opération, loin de tout, et là, mettre 5-6 régiments pour aller coiffer quelques mulets, j'ai dit refusez, moi j'y vais pas, quoi. Alors, effectivement, ça c'est quand même un refus d'obéissance. C'est un fait, c'est à ne pas faire, quoi. Mais je crois que je l'avais fait du fait de la fatigue, de l'épuisement, mais un militaire ne doit jamais, il doit d'abord, quand même, je pense, surtout quand on est officier, exécuter, puis dire après, je suis pas d'accord, autrement on n'en sort plus. Je crois qu'il faut obéir, quand même. Et il y a tout ce passé, il y a ce présent, et il doit vous arriver de temps en temps de penser à l'avenir. Et on ne peut pas croire qu'après votre retraite, vous serez inactif. Là, je pourrais vous amuser, Monsieur Chancel. J'y ai pensé quand même, parce que on y pense. J'ai un bouquin, vous voyez, il y a un premier chapitre où il est dit soldat inconnu. Le deuxième chapitre, c'est sorti de l'anonymat. Le troisième, c'est dans l'actualité. Le quatrième, c'est des sommets atteints. Et le cinquième chapitre, c'est la chute, l'oubli, la sérénité. Donc, vous voyez, j'ai fait le point quand même. Alors, vous dites la chute quand même. La chute. Qu'est-ce que c'est la chute? La chute, c'est-à-dire que il y a eu un moment où en Algérie, Bijard était au sommet, Bijard au pouvoir. On voyait sur des pancartes Bijard au pouvoir, etc. Ça discutait même en France, Bijard. Et puis après plus rien, quoi. Alors c'est quand même la chute. J'ai jamais cru à ce pouvoir et je n'ai pas les qualités pour le pouvoir. Et puis ça m'intéresse pas en plus. Dieu sait si j'admire ces hommes politiques avec le bal qu'ils ont, les soucis qu'ils ont, c'est terrible, quoi. Moi j'ai une admiration sans borne pour ces gens-là, quels qu'ils soient, quoi. Hein. Tandis que moi je me détends quand même, je fais mon sport tous les matins, je me sens quand même à l'aise, quoi. Alors je m'étais justement là dans cette histoire de mémoire, vous voyez, ça se terminait, je terminais le 14 février 1973. Je termine ça où je dis j'ai 57 ans aujourd'hui, inutile d'aller plus loin. Ce que je pourrais encore faire maintenant risque d'être sans grand intérêt. Donc je termine là en 1973. J'aurais dit chez dernière ligne sur le bureau de Gallieni. Je suis à Tananarive, dans le bureau de Gallieni. Immense, la photo de Gallieni, la photo de Lyoté en face de moi. Que de chemin parcouru depuis le quai de la gare de Thun en 1936. Face au portrait de Lyoté de Gallieni, j'imagine avoir rêvé, et ces événements passés avec du recul me pèsent un peu dans les jambes et sur les épaules. 140 000 kilomètres de marche et de footing depuis mon incorporation comme deuxième classe. Les blessures, les évasions, les prisons, les parachutages, les combats, les états d'âme. 1936-73, 37 années racontées synthétiquement. Une vie parmi tant d'autres, ni meilleure, ni pire, mais que je ne regrette pas. Mon seul et véritable ennemi ayant été moi-même. C'est-à-dire répondre toujours présent, mener le même rythme, repousser des années. J'ai adoré l'action, les responsabilités, l'imprévu, la gloriole, les creux de vague. Non, je ne regrette rien. Même j'ai adoré les creux de vague. Oui, de temps en temps, il faut avoir la traversée du désert pour comprendre la vie. Et pourtant, je me demande à conserver tous ces sacrifices inutiles. Mes grands
Mes grands disparus, Fauchamp en pleine jeunesse. Les Allemands, les Viettes, les Fels que nous estimions mais que nous avons tués parce que, comme nous étions persuadés de défendre de justes causes. L'âge, l'expérience, pour ne pas dire la vieillesse, conduisent inexorablement à la sérénité, à la réflexion, au doute. Jeune colonel, j'ai bien souvent râlé après nos vieux généraux. Ou si rien ne prouve que demain de jeunes loups ne porteront le même jugement sur moi. J'ai donc préféré terminer mon histoire, qui fut une vie d'action, de désintéressement, de passion pour ma patrie, d'amour pour tous ceux qui m'ont été confiés, mais où je dois le reconnaître, j'étais parfois grisé par une parcelle de gloire, mais si éphémère, ça ne dure pas. En 1957, donc c'est déjà vieux, 17 ans, j'écrivais dans un livre d'images intitulé Piste sans fin. C'est la piste où on marchait toutes les nuits, où on pensait à un tas de choses. Piste sans fin qui ramènera au point de départ ceux qui ont duré, qui usé et vieilli retrouvent leur village. Ceux-là ne pardonneront jamais à la piste de les avoir protégés, car elle les aura rejetés à la pauvre vie de tous les jours comme une maîtresse aimée infidèle. Donc déjà en 57, je disais si je m'en sors vivant, je reviendrai au point de départ, vous voyez. Déjà, il y a longtemps que j'y pense. Je retournais donc à Toul, dans ma Lorraine. Et il ne me restera plus qu'à reprendre pour quelques mois un emploi à la Société Générale pour être revenu au point de départ. Et le soir, dans les remparts de la ville, accompagné de Gabi c'est ma femme, et je démarre le bouquin avec elle, où on se trouvait dans les remparts. J'ai toujours eu la même, j'ai pas eu le temps d'en chercher d'autres. Hein. Nous oublierons parmi c'est parce que vous n'avez pas eu le temps. Non, il y a plus que ça. Quand même. Je serais pas contente si elle m'entend. Nous oublierons par nuit noire les années passées, les rides sur nos visages. Alors je mets cette grisaille de fin sera-t-elle la vraie? Non, Bruno. Tu triches, tu crois au fond de toi-même toujours encore avoir 20 ans. Alors retrousse tes manches, la vie continue. Et à nouveau, tu continueras à la prendre, tu la prendras à bras le corps. Tes grands disparus dans la tourmente n'admettraient pas que tu agisses au tourment, et que dirait celle qui t'a donné le jour si elle avait le bonheur d'être encore en vie. Donc, vous voyez, il y a longtemps que je pense à ce qui peut arriver après. Alors, ce sera dur. Et vous pensez à votre mère, toujours? Ah, toujours. La mère Bijard, c'est sacré. Mais vous vous contenterez de l'oubli, de la sérénité? Je ne sais pas. L'idéal, ce serait de mourir debout, monsieur Chancel. Bon, non, on ne peut pas savoir comment on finit. Ça regarde le Père bon Dieu et pas moi, quoi, oui. Quelle idée vous faites-vous du général Bijard? Rien de plus. Si, l'idée d'un général Bijard qui regrette le capitaine Bijard, où il était un jeune fauve, plein de vie, plein d'allant, plein d'illusions. Je regrette ce temps-là. C'est un général qui regrette son temps de capitaine, où il était capable de faire l'amour tous les soirs, M. Chancel, alors que maintenant on n'en est plus là, quoi. Vous tenez à l'estime de vos hommes, énormément. Même à l'estime des hommes. Oui, énormément. Même de vos ennemis. Même de mes ennemis. Peut-être plus des ennemis. Oui, et je les respecte beaucoup, ça a été dit et redit, et c'est vrai, que ce soit Giab, que ce soit les faits, que ce soit n'importe lequel. Mieux ils se battaient au combat, plus j'avais de l'admiration pour eux. Et c'était un match que le meilleur gagne, quoi. J'ai toujours considéré ça sans haine. Vraiment, c'est la guerre sans haine. La retraite, c'est un mot mauvais. Oui, il faut pas en parler. Mais ça arrive. C'est un mot piégé. Oui, mais pour certains, pourtant, il est important. Oui, je me vois mal. Mais ça approche, dans 15 mois, c'est terminé. Ça vient vite. Alors que faire? Politique, ça m'intéresse pas. Aller aux champignons, j'en aurais vite marre. C'est ce que dit ma femme, tu vas m'étrangler, quoi, ça va être impossible. Alors c'est vrai, vous avez écrit les lignes que vous venez de lire. Oui. Mais ces lignes reflètent-elles la vérité? Sont-elles véritablement... Elles sont venues de votre cœur, oui. Je le sais, mais vous en tiendrez à ces lignes? J'en sais rien, c'est difficile à dire, M. Chancel. Puis vous savez, lorsque les généraux ne sont plus à la tête de leurs armées, ils parlent beaucoup. Regardez le général Stellin. Oui, alors là, je me vois mal. Le général Stellin, c'est un homme politique, qui a été député, vice-président de l'Assemblée, et moi, absolument pas. Alors, absolument pas. Vous ne serez jamais député. J'ai eu la chance de... par le destin d'être là, d'être Bijard, comme vous disiez, sans prénom. J'estime que c'est une belle réussite, Monsieur Chancel. Alors ce n'est pas la peine de gâcher ça par autre chose, je peux très bien en rester là. Et il vaut mieux que j'en reste là. Pour ceux qui m'ont suivi, qui ont eu une certaine affection pour moi, j'ai pas le droit de jouer autre chose, c'est pas la peine. Mais l'état de général, et même dans votre retraite vous serez général, est-il compatible avec de hautes fonctions dans le secteur commercial privé? Oui. On vous offrira sans doute quelque chose. Alors, oui, je ne vois pas parce que je pense que à une période, Monsieur Chancel, où on dit il y a des chômages, il faut ouvrir la porte aux jeunes. Moi, je crois qu'il faut être raisonnable. Et il y a un moment où la page est tournée, laissons les jeunes jouer. Si le général s'en va à 60 ans, s'il redémarre encore dans une autre carrière pendant 10 ou 15 ans, je suis pas d'accord là-dessus. Il faut laisser la place aux jeunes. Maintenant, ce que je ferai, je n'en sais rien non plus. Mais a priori, donc, je crois que ce sera terminé, quoi.
il y a des possibilités de lire, de ne pas rassasier ses souvenirs, mais enfin, on peut s'évader. J'ai pas eu le temps de lire beaucoup. Il y a un tas de choses que j'ai pas vues en France ni dans le monde. J'ai un tas de choses à découvrir parce que je ne connais rien. Je ne connais rien. Vous allez rien du tout. Vous allez apprendre maintenant. Oui, je vais apprendre. Je sais pas quoi, mais je vais apprendre. Oui. La religion, j'y connais pas grand-chose. J'ai pas eu le temps. C'est ce que je disais l'autre jour à quelques camarades. Il y avait une réunion des aumôniers que j'aime beaucoup. J'aime bien leur messe. C'est très bien. Je pense à tous mes disparus, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Je leur disais d'ailleurs. Et il y a un évêque qui m'a dit, ben oui, vous avez raison, mais dépêchez-vous quand même parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait, quoi. Effectivement, j'ai beaucoup à apprendre. Vous voyez, j'ai pas eu le temps. Quand ce bouquin, c'est une vie d'action permanente. C'est 40 ans de vie où il n'y a pas un jour d'arrêt, où ça recommence tout le temps. J'ai été passionné par cette vie-là, le contact avec les jeunes, les responsabilités. Mais c'est peut-être pas suffisant. Alors j'ai peut-être encore le temps. Si Dieu me prête vie, si j'ai encore 30 berges devant moi, j'ai le temps d'apprendre pas mal de choses. En fait, Général Bijard, vous ne vous connaissez pas. C'est maintenant que tout va commencer. Oui, c'est maintenant que les problèmes vont se poser, sûrement. Vous n'avez pas eu des problèmes jusqu'à présent? Non, j'ai pas eu le temps. Simplement, vous avez obéi. J'ai pas eu le temps d'en avoir. Obéi, oui, mais enfin, j'ai obéi surtout à moi-même. J'ai tracé une ligne, c'était comme ça, et il faut pas tricher, et j'ai décidé que ce serait comme ça, et ben, il faut maintenir sans faille, il faut payer d'exemple, il faut continuer à marcher, il faut continuer à sauter, il faut continuer à avoir le contact, il faut payer d'exemple, et c'est jamais fini, quoi. Dans quelques années, y aura-t-il des colonels qui auront 30, 35 ans? Ça, on le dit depuis longtemps, vous savez, le rajeunissement normal, je le souhaite. Vous êtes pour? Je suis pour une armée de jeunes, je suis pour un régiment commandé par un colonel de 40 ans, de préférence un colonel de 50 ans. En fait, il faut du jeune dans le contexte actuel, pour plaire aux jeunes de 20 ans, pour souffrir, pour marcher, il faut des cadres jeunes, c'est sûr. Mais c'est pas facile. On le dit depuis longtemps, mais c'est difficilement réalisable. Serez-vous toujours désintéressé? Ah, ça, je pense que oui, alors, oui, ça, c'est sûr. La gloriole, j'ai eu ma petite part. Pour un militaire, depuis l'Europe titulée 1952, 22 ans dans l'actualité, Monsieur Chancel, c'est pas mal. Pour un militaire, faut le faire. Surtout quand on sort de rien. Je suis promotion plumeau, mais je me suis fait tout seul. Et maintenant, à l'actualité, pour moi, c'est une satisfaction. Vous voyez, ça vaut tous les millions, tous les milliards, toutes les résidences, tous les meubles anciens, ça vaut absolument tout pour moi. C'est le plus beau des capitaux, quoi. Une question vous est posée, et d'ailleurs vous y avez un peu répondu tout à l'heure, ou plutôt vous êtes passé tout à côté, à droite et gauche. Quelle serait l'attitude de l'armée si un parti de gauche prenait le pouvoir? Vous savez quelle serait l'attitude de Bijard? De Bijard, j'ai pas eu le temps d'y penser non plus. Je le dis souvent quand des réunions, je le disais au colloque l'autre jour à Pau, là où je suis, je me trouve au milieu de la table, mettons que je suis au milieu, je serais peut-être à droite, je serais peut-être à gauche. J'ai pas eu le temps de faire le point là non plus. On est militaire, on a la botte d'un pouvoir. Bien sûr, je vote pour un gars qui me plaît ou de préférence un qui ne me plaît pas. Mais la gauche, l'armée, vous savez que l'armée, ça a été dit et redit, à près de 50%, je crois que l'armée a peut-être voté à gauche. Ça, c'est pas possible. Je n'ai pas les chiffres et ça m'a pas intéressé de voir et je n'ai pas les éléments. Mais on l'a dit, l'armée avait voté une bonne partie à gauche, c'est un fait, quoi. Alors, Bijard, où il voterait? Bijard est près du peuple, Bijard sort du peuple, Bijard est pour l'évolution du peuple, je ne sais pas, j'ai pas fait le point encore. Qui détient la vérité, à votre avis? Qui détient la vérité? Mettez dans le disque de Jean Gabin, là, ça me ferait bien plaisir, Monsieur Chancel. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour.
Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Une voix, celle de Jean Gabin, un texte, celui de Jean-Loup Dabadi, et puis ces phrases, je sais qu'on ne sait jamais. C'est formidable. Général Bijard, je crois que vous écoutez ce disque tous les jours. 3 fois par jour, sensationnel. Notre merveilleux Jean Gabin, là, encore réussi en exploit terrible, il double les jeunes dans le hit parade, là, c'est sensationnel. Chapeau, Gabin. Parce qu'à 18 ans, vous pensiez vous aussi, vous saviez oui, tout. Oui, que je savais tout à 25 ans aussi. Les femmes, les fleurs, l'amour, pas de problème, ça marchait, quoi. Je voudrais, Général Bijard, puisque nous sommes arrivés à la fin, hélas, de cet entretien, que vous me racontiez une anecdote. Une petite sentimentale. Ma 3e évasion d'Allemagne, le 11 novembre, jour de l'armistice, traverser l'Allemagne, traverser le Luxembourg, arriver en France en zone occupée, récupéré par de braves cheminots. Vous savez, ces chevaliers du rail, là, ils ont fait une belle résistance. On est berger, on est nourri. Et ils me demandent où j'étais. Je dis, je demeure à Toul, en Lorraine. Je voudrais voir mes parents, toujours zone occupée, quoi. Alors, ils ont dit, pas de problème. Ils m'hébergent, ils me donnent à manger. On était bien fatigués. J'étais avec un camarade d'évasion. Et j'étais habillé en tenue allemande. Vous savez, une casquette allemande, mais d'ouvrier allemand. Une casquette un peu bleue, comme ça, la tenue allemande. Enfin, des ouvriers allemands, quoi. Je monte dans le train. Le train file donc de la frontière vers Toul. Et à Pagny-sur-Moselle, un petit bled, la porte s'ouvre, le train s'arrête, la porte s'ouvre, et monte dans le compartiment ma sœur, mariée à un cheminot, un mécanicien de la NCF, accompagné de son mari, qui monte dans le compartiment. Je ne dis rien, je suis habillé en allemand. Ma sœur s'assied en face de moi, elle me regarde, elle se met à pleurer. Elle me dit, monsieur, je m'excuse, mais vous ressemblez tellement à mon frère prisonnier en Allemagne. Alors je lui dis, écrase, c'est moi. Je crois que c'est le destin aussi. On n'échappe pas à son destin, monsieur Chancel. Merci.